Et on va plus loin dans l'essentiel à présent avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africa International Media Group. Bonjour, Marie-Roger. Et Florent Rodeau de la rédaction de France 24. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'UNRWA critiqué mais jugé néanmoins indispensable pour l'avenir de Gaza par un rapport commandé par l'ONU. Selon une commission d'enquête indépendante présidée par la Française Catherine Colonna, c'est à Israël d'apporter la preuve que des membres de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens sont liés au Hamas et au massacre du 7 octobre. Accusation non étayée à ce stade, estime le rapport. Manifestation au Niger, après la France, c'est la présence américaine qui dérange, alors que les États-Unis ont pourtant déjà annoncé leur intention de retirer leurs troupes sur place, et alors que les pays du Sahel enregistrent plusieurs échecs dans leur lutte anti-djihadiste. C'est tout de suite, on va plus loin dans l'essentiel. C'est l'un des aspects les plus sombres des attentats du 7 octobre. Israël accuse 12 employés onusiens d'avoir participé au massacre. L'agence incriminée, celle pour l'aide aux réfugiés palestiniens, fait parler sa défense. Dans un rapport rendu public ce lundi, un comité indépendant avec à sa tête l'ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna disculpe en grande partie l'UNRWA. Écoutez. Je voudrais d'abord dire que l'UNRWA a joué un rôle irremplaçable et indispensable dans la région. Et cela doit être clairement dit. En l'absence d'une solution politique, nous savons que l'agence assure de l'aide humanitaire qui permet de sauver des vies, assure des services essentiels à la population. Et évidemment, au moment où nous parlons, en ces temps critiques, l'UNRWA a un rôle vital dans la réponse humanitaire dans la bande de Gaza. L'UNRWA devrait probablement disposer d'un système plus développé que les autres organisations ou agences des Nations Unies. C'est une nécessité compte tenu de l'environnement très difficile, de la complexité et de la difficulté de la situation dans laquelle ils opèrent et le caractère unique de leur mission. Il est toujours possible de faire mieux. Ainsi, des problèmes liés à la neutralité persistent et c'est la raison pour laquelle cette mission a été créée. Et direction Jérusalem, où l'on retrouve Claire Duhamel pour France 24. Claire, précisons les accusations dont doit se défendre l'UNRWA. Israël accuse des employés de l'agence d'avoir prêté main forte aux terroristes du Hamas et du djihad islamique le 7 octobre, et va même plus loin puisque l'UNRWA serait une sorte de nid d'agents militaires du Hamas. Bonsoir Raphaël. Oui, pour être précis, Israël estime que 12 des employés de l'UNRWA ont participé activement au massacre du 7 octobre, s'appuie pour cela sur des photos, des vidéos ainsi que des écoutes téléphoniques, des renseignements. Et puis 30 employés en tout seraient accusés d'avoir participé ou du moins été complices de ces crimes du 7 octobre. Israël va jusqu'à dire que 12% du personnel de l'UNRWA serait affilié à des organisations terroristes, même si les critères évoqués par l'État hébreu reste flou et assez large et qu'il est difficile de vérifier cette information. Alors, ce qui a été dit aussi dans la conférence de Catherine Colonna, c'est que ce n'était pas la mission de son rapport de s'exprimer de façon très concrète sur ces cas en particulier. Ça, ce sera la mission d'une autre instance d'enquête interne à l'ONU. Catherine Colonna a néanmoins dit qu'Israël n'avait pas fourni de preuves à l'UNRWA pour justifier de ces allégations très graves. Elle s'en est arrêtée là. Elle n'a pas dit beaucoup plus, puisque la mission de son rapport, c'est de s'assurer des mécanismes de neutralité, je cite, qu'ont l'agence des réfugiés, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés. Catherine Colonna a donc émis une cinquantaine de recommandations que dès à présent l'agence des Nations Unies va respecter. C'est ce qu'a dit en tout cas Antonio Guterres ce matin. Comment va-t-on réagir côté israélien à ce rapport? Il y a déjà des indications? À l'heure actuelle, pas de réaction officielle côté israélien puisque ce rapport vient juste d'être publié. Seules les Nations Unies ont pour l'instant réagi. Ce matin, Antonio Guterres qui dit qu'il respectera ses recommandations. Mais en tout cas, il pourrait y avoir peu d'intérêt de la part des autorités israéliennes puisque, on le sait, Israël depuis des années considère que l'agence des réfugiés est compromise et n'accordera pas forcément énormément de crédit à ces enquêtes bien qu'indépendantes et bien
soutien qu'émanant des Nations Unies. C'est une véritable guerre ouverte dans laquelle s'est lancé Israël contre l'UNRWA pour ce que cette agence symbolise, c'est-à-dire le problème des réfugiés palestiniens, puisque l'UNRWA a été instaurée lors de la création d'Israël pour notamment sacraliser cette idée du droit au retour, que ces réfugiés palestiniens pourraient être indemnisés. Notamment, ça, Israël, bien sûr, s'y oppose depuis sa création. Et c'est aussi dans ce contexte qu'Israël multiplie les attaques contre l'agence. En tout cas, Catherine Colonna l'a répété dans sa conférence, la nécessité de l'agence aujourd'hui est plus forte que jamais dans le contexte de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire sans précédent qui a actuellement lieu à Gaza. Merci, vous restez avec nous, Claire Duhamel, Marie-Roger Biloa. On assiste à une lutte autour de l'existence même de l'UNRWA, c'est cela qui est en jeu? Mais à 100%, comme l'a rappelé la correspondante en Israël, on voit que les accusations d'Israël ne sont pas étayées, ça a été dit. Même si l'UNRWA juge tout de même qu'en termes de neutralité, un certain nombre d'employés expriment publiquement des opinions politiques. Tout à fait. Est-ce leur rôle? C'est bien ça le truc. Alors, l'UNRWA est tenu à des normes de fonctionnement qui prévalent pour les organisations internationales, c'est-à-dire une distance très professionnelle, etc., etc. Et ça reste. Et ils doivent vraiment faire très attention, particulièrement dans ce contexte. Oui. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer que l'UNRWA, qui emploie 13 000 Palestiniens, a uniquement des gens qui trouvent Israël, le gouvernement, qui sont favorables à la politique du gouvernement israélien, qui n'ont pas d'opinion par rapport à l'oppression dont ils sont victimes, leurs familles, etc. Et donc, la seule chose, on ne peut pas... c'est-à-dire, il faut voir comment canaliser la parole, mais on ne peut pas leur interdire d'avoir des opinions par rapport à cette situation. Ça va quand même jusqu'à des syndicalistes politisés qui profèrent des menaces contre l'encadrement de l'UNRWA et qui perturbent les opérations humanitaires, selon on ne peut pas imaginer que Gaza, dans cette situation particulière, prison à ciel ouvert, des gens qui sont enfermés, enfin on connaît, que tout cela se passe sans incidence et sans, je dirais, sans interférence de la situation extérieure sur le fonctionnement. Mais je crois que les pays occidentaux qui financent l'UNRWA et qui l'ont toujours financé malgré les accusations d'Israël, savent très bien que c'est une organisation qui fait son job et que, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment... Israël n'arrive pas à étayer, que les membres de l'UNRWA ont participé au 7 octobre. Il a sorti une liste, mais les gens ont été immédiatement virés, sans enquête. Et puis, deuxièmement, on voit quand même que le gouvernement israélien obtient un peu ce qu'il veut, parce que comment imaginer que dans cette situation de détresse extrême, la seule organisation qui vient en aide aux Palestiniens est privée des vivres, parce qu'immédiatement, après les attaques et les accusations non fondées, apparemment, comme le dit ce rapport du gouvernement israélien, on a immédiatement coupé les vivres. Il faut dire quand même qu'il y a deux pays, le Canada et la Suède, qui ont repris les financements de l'UNRWA. Florent Raudot, s'agissant des deux accusations les plus graves, c'est-à-dire ces 12 membres présumés de l'UNRWA qui auraient participé aux attentats du 7 octobre et ces quelques 450 agents militaires du Hamas qui seraient membres et donc activistes qui participeraient en tout cas aux activités humanitaires de l'UNRWA, le rapport estime qu'il est du devoir d'Israël aujourd'hui d'étayer ces propos, d'apporter la preuve de ces accusations. Alors ça va me rappeler mes années de droit, mais la charge de la preuve incombe à l'accusation. On le sait, c'est donc à Israël, évidemment, de prouver tous ces faits. Finalement, ce rapport Colonna, c'est un peu la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il nous parle de l'UNRWA qui a mis en place un fonctionnement robuste pour assurer sa neutralité. On nous parle, dans le même temps, de problèmes de neutralité. De quel problème parle-t-on? Est-ce que le problème, c'est d'avoir participé de près ou de loin aux attaques du 7 octobre? On n'est plus là dans le problème, il faut là convoquer le cadre légal. Donc, le rapport Colonna, finalement, il est assez parcellaire. On aimerait en savoir plus. Catherine Colonna l'a reconnu elle-même aujourd'hui. Donc, il faudrait aller plus loin, finalement, dans ce rapport pour savoir exactement ce que chaque agent
de l'UNRWA a commis ou non. Et pour l'instant, c'est encore flou. Est-ce que le problème, ce n'est pas ce que vous pointiez finalement, Marie-Roger? On ne peut pas aujourd'hui, dans un terrain comme Gaza, exercer un rôle humanitaire sans être perméable finalement à la situation et parfois à l'inéquité du rapport de force. C'est clair. Et le problème pour le gouvernement israélien, c'est qu'ils ne veulent pas de l'UNRWA. On l'a bien dit dans le reportage. Ils n'en veulent pas pour une raison essentielle, c'est que l'UNRWA perpétue ce système, le statut de réfugié à vie des Palestiniens, le droit au de retour, génération. qui est inacceptable pour Israël parce qu'il signifierait la destruction d'Israël en tant qu'État juif. Voilà, ça signifie que d'abord, il faut, si vous restez dans le statut de réfugié, il y a sans doute des indemnités à payer un jour et il faut relocaliser les réfugiés un jour, etc. Donc c'est une épine au pied, c'est quelque chose de menaçant par rapport au projet d'implantation israélienne dans certains territoires. Donc c'est ça le problème de fond. Donc on a vu également que c'est au moment où le tribunal, la Cour pénale internationale, disons, brandissait des accusations de risque de génocide contre Israël, qu'on a sorti l'accusation que plusieurs... l'UNRWA aurait prêté main forte. Ils auraient même été trempés dans le 7 octobre. Et puis c'est la question depuis le début finalement, et on pourrait en parler pendant des heures, c'est il manque des sources indépendantes sur place. On le sait, il manque de journalistes. Voilà, il n'y a pas de journalistes. Donc finalement, ce rapport a été commandé par l'ONU, fait par l'ONU. On sait la bisbille qu'entretiennent Israël et l'ONU depuis plus de 6 mois. C'est aussi l'impossibilité pour quiconque ne prête pas d'une manière ou d'une autre à un certain stade allégeance au Hamas de pouvoir travailler aussi dans de bonnes conditions à Gaza. Absolument, mais c'est une requête qu'on fait finalement depuis nous, les journalistes, depuis longtemps. Il faudrait laisser entrer des journalistes pour aller vérifier aujourd'hui ce que nous disent le rapport de l'ONU. On rappelle quand même les chiffres qu'a donné Claire. Jusqu'à 12% du personnel qui serait peut-être impliqué de près ou de loin dans des attaques. 30 autres également qui auraient aidé ou facilité. Les accusations sont lourdes, mais Catherine Colonna l'a dit, son rapport finalement ne peut pas tout prouver aujourd'hui. Et il y a juste dire, il y a des choses contradictoires. Justement, on dit d'un côté, l'UNRWA est indispensable, fait bien son travail, etc. Et on parle de neutralité. Voilà, qu'est-ce qu'on pousse, qu'est-ce qu'on met en avant? Le problème de neutralité, mais pas son côté indispensable. En tout cas, Israël tire les conséquences de sa propre incapacité à anticiper le 7 octobre. Le chef du renseignement militaire démissionne, premier dirigeant israélien. Claire Duhamel a assumé publiquement une responsabilité dans le bilan, ces 1170 morts du 7 octobre dernier. Oui, Raphaël, il est le général Aaron Haliva et il a publié aujourd'hui une lettre adressée au chef d'état-major de l'armée, une lettre en hébreu dans laquelle il dit par exemple « Nous avons échoué dans notre mission, je porte avec moi le poids de ce jour-là, je porterai toujours la terrible douleur de la guerre ». Il quittera ses fonctions dès qu'un remplaçant lui sera désigné et cette démission, elle advient dans le contexte de plusieurs enquêtes internes de l'armée sur ses propres erreurs avec plusieurs temporalités étudiés qui vont jusqu'à il y a 10 ans, en 2014, suite à la fin de la guerre de Gaza de 2014. L'objectif, bien sûr, c'est de déterminer les responsabilités dans le système sécuritaire israélien sur cet échec massif du 7 octobre de l'armée et des renseignements qui a débouté sur la mort de 1200 Israéliens, 250 autres pris en otage. Et c'est bien sûr un enjeu majeur pour la société israélienne et ça le sera dans les années à venir, puisque ce 7 octobre, les Israéliens nous le disent, ils ont aussi cassé en partie la confiance qu'a le peuple israélien envers son armée et envers les services de renseignement. On l'entend de façon très claire dans les manifestations contre le gouvernement. Beaucoup d'Israéliens veulent aller plus loin, demander la démission de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement pour ce 7 octobre. Ces stigmates du traumatisme sont toujours très présents dans la société israélienne et ces questions des responsabilités de l'armée ne font sans doute que commencer. Merci Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24. Le général Aaron Haliva qui demande la constitution d'une commission d'enquête nationale sur le 7 octobre. Marie-Roger Billois, c'est le coup de pied de l'âne à Benyamin Netanyahou? Oui, c'est sûr qu'on a pensé, quand on a entendu sa démission, on se dit « Ah, c'est peut-être pas celui dont on attend le plus la démission au gouvernement israélien ». Mais le fait est que c'est des situations douloureuses.
aussi pour les Israéliens, pour tous ceux qui sont impliqués, et toutes les parties prenantes. Et voilà, participer, d'abord voir le 7 octobre, on sait que c'est un traumatisme, et ensuite participer à la répression des civils à Gaza. Je crois que personne ne sortira indemne dans un camp comme dans l'autre. Et ce, alors qu'une attaque à la voiture bélier a fait 2 blessés dans la matinée à Jérusalem, ce qui est venu rappeler aussi la précarité de la situation sécuritaire, alors que débute en Israël Pessah, la Pâque juive. Et puis Tsahal dit préparer les prochaines étapes de la guerre, se dit notamment prêt à accentuer la pression militaire à Gaza. Jusqu'où ira Israël dans la traque du Hamas? En tout cas, le cabinet Netanyahou donne le sentiment, Florent Audeau, de ne pas renoncer à ses ambitions, notamment d'une offensive terrestre sur Khan Younes. Oui, absolument. On a eu quelques... Sur Rafah, pardon. Sur Khan Rafah, Younes, ça a déjà eu lieu. Sud de la bande de Gaza. On a eu quelques informations. Alors, Benjamin Netanyahou, il a parlé hier. Il a assuré qu'il porterait des coups durs au Hamas et que cela arriverait bientôt. Tiens, c'est le même terme qui a été utilisé par les Égyptiens, les renseignements militaires égyptiens, dont on sait qu'ils étaient au courant de l'attaque du 7 octobre. Quelques jours auparavant, c'est donc une source fiable. En fait, Benjamin Netanyahou, il tente de légitimer la poursuite de la guerre auprès des Israéliens. Et j'ai retenu une phrase, c'est le seul moyen de libérer les otages, d'aller à Rafah. Sauf qu'on sait pour l'instant que très peu d'otages ont été libérés par la force. Donc on voit là aussi la stratégie de Benjamin Netanyahou. Alors on a quelques détails. Des responsables égyptiens assurent que cette offensive, elle pourrait durer au moins 6 semaines. Les 2 à 3 premières semaines seraient consacrées à l'évacuation des civils vers Khan Younes avec les États-Unis, l'Égypte et des pays arabes, puis l'entrée massive ensuite des troupes israéliennes pendant peut-être 3 à 4 semaines. Mais ce sont pour l'instant des bruits de couloir. Alors qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou sans, semble-t-il, faire dévier pour l'heure le Premier ministre israélien. Et puis on l'a appris, une 50aine de corps ont été retrouvés, enterrés dans la ville que j'évoquais, Khan Younes, celle dans laquelle l'armée israélienne mène déjà des opérations. Ça s'est passé dans la cour d'un hôpital, visé par un raid de l'armée israélienne. De quoi isoler à nouveau Israël, Marie-Roger Billois. On se souvient notamment de ces tirs contre un convoi humanitaire, juste avant finalement l'attaque iranienne qui avait un peu fait oublier cette situation et battu le rappel autour d'Israël de la part des alliés, et y compris d'ailleurs des puissances arabes de la région. Israël pourrait voir à nouveau son image écornée. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant l'épisode iranien, le gouvernement israélien continuait à bombarder Rafah. Il y avait des morts tous les jours. 16 morts encore hier. Et bien voilà, c'était tous les jours. Ça a été juste le projecteur qui a été braqué un temps sur autre chose, mais la tragédie continuait et il ne va pas s'arrêter. Donc il n'y a rien de nouveau là. Ce qu'on voit, les charniers, on se doute bien que sous les gravats, il y a beaucoup, il y a des milliers de morts qui ne sont pas déterrés, on le sait ça. C'est seulement un triste rappel de ce qu'on va voir un jour, si le voile est levé, si jamais la presse peut y aller un jour. Je crois que ça ne va pas isoler davantage. De toutes les façons, je crois que chacun a sa religion. Les pays occidentaux ont décidé de soutenir Israël coûte que coûte. Et les pays, je dirais le Sud global, ou une bonne partie de l'humanité, est contre ce qui se passe à Gaza. Et ça ne va pas vraiment changer les rapports. Certes, Marie-Roger, mais Florent, dans cette région du Proche-Orient, on a vu, à la faveur de l'offensive iranienne, justement, des pays très critiques d'Israël ces dernières semaines. On pense à l'Égypte, on pense à la Jordanie, on pense à l'Égypte. On pense même aux Émirats arabes unis qui étaient restés assez discrets finalement et qui là ont clairement fait parler leur solidarité envers Israël. Est-ce que tout cela ne risque pas de se dissiper à mesure que Israël à nouveau va s'enfoncer dans cette opération qui risque de durer si tant est effectivement qu'une offensive terrestre a lieu sur Rafah? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une séquence internationale très intéressante. On a vu il y a 5-6 ans les accords d'Abraham impulsés par Donald Trump. La Jordanie, aujourd'hui, joue un rôle clé. Elle a intercepté plusieurs missiles tirés par les Houthis qui se dirigeaient vers le territoire israélien. Et notamment au-dessus de Jérusalem, précisément des lieux religieux dont elle-même aujourd'hui assume d'une certaine manière la sécurité, la Jordanie, ou en tout cas la gestion. Absolument, et il faut aller dans les rues arabes, notamment dans les rues jordaniennes. Le roi Abdallah, aujourd'hui, est traité par certains de
traître. Donc c'est très intéressant de voir l'évolution de la Jordanie. Vous avez parlé également des Émirats arabes unis. On est dans une séquence très évolutive et il faudra voir. Vous avez parlé de est-ce que Israël sera plus isolé avec ce rapport. Il faudra voir ça dans les prochaines semaines. C'est de la politique très fine, très subtile. Merci beaucoup Florent Raudot d'avoir été avec nous. On va